Bienvenue à l'école du leadership. Nous sommes donc sur la gestion des conflits. Après avoir introduit dans la session numéro 1 l'inévitabilité des conflits, dans la session numéro 2, nous avons poussé sur la démarche méthodologique de la résolution d'un certain nombre de conflits, sur peut-être le ponctuel, sinon le temporel. Aujourd'hui, nous sommes sur la session numéro 3 et nous allons essayer d'aborder un peu la perspective de la résolution des conflits sur le long terme. Il y a un homme anonyme là qui dit « La paix, ce n'est pas l'absence des conflits, mais c'est plutôt la capacité à faire face aux conflits. C'est la capacité à faire face aux conflits qui vous amène ce qu'on appelle la paix. Mais la paix n'est pas forcément l'absence des conflits. Et cette étape-là est très importante parce il ne faut pas simplement avoir à faire des exercices de résolution sur le temporaire, mais beaucoup plus sur le dynamique. Alors, dans cette démarche-là, il y a une première chose comme une démarche à faire. C'est que nous devons examiner la racine du problème, comme nous l'avons dit encore dans la session numéro 2. Il est fâché. Pourquoi? Il n'a pas écouté. Pourquoi? On lui a manqué de respect. Pourquoi? Il s'est exclamé de manière inhabituelle. Pourquoi? Il a crié sur les autres. Pourquoi? Il a refusé de terminer la rencontre. Pourquoi? Alors, il faut créer ce que nous appelons le diagramme de cause à effet. Noter le problème, énumérer les causes possibles et quels sont donc les excellents outils pour régler le problème et surtout les problèmes compliqués, complexes. Alors, dans cet exercice-là, je voudrais m'attarder un peu sur l'importance du pardon. Le pardon est une clé pour la résolution des conflits. Vous ne pouvez pas résoudre un problème et un problème n'est pas résolu tant que les deux parties n'expriment pas une disposition et des paroles de pardon. Mais retenons aussi que le pardon ne signifie pas oublier. Je peux ne pas attacher de l'importance à ce qui s'est passé, mais ma mémoire humaine va toujours retenir ce qui s'est passé. Ne dites pas que ce n'est pas parce que la personne n'a pas oublié ce qui s'est passé qu'elle ne vous a pas pardonné. Parce que nous sommes après tout humains. Et l'homme a une capacité étonnante de retenir ce qui est mal. Donc, pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner, c'est aussi aider à aller de l'avant. Oui, on ne se tient plus rigueur et on peut garder la dynamique de la coopération, de la collaboration. Donc, si vous voulez résoudre un problème sur le long terme, essayez de faire comprendre aux deux parties, dans la partie, comme nous avons dit dans les sessions précédentes, formation, l'importance, l'enjeu du pardon. Mais aussi, essayez d'identifier les avantages de la résolution, n'est-ce pas, de ce problème. Quelles sont donc les relations qui ont été affectées par ce problème? Quel est le coût financier que ce problème a causé? Quel est le coût émotionnel que ce problème a causé? Et qui d'autre sera affecté si on ne résout pas le problème? C'est donc une étape de diagnostic sur le long terme. Vous voyez? Quel est le coût? Un coût financier? Un coût émotionnel? Quelles sont les parties et surtout sur l'environnement, les gens qui ont été atteints? Et qui sont probablement des gens qui pourront encore être atteints? Il y a des problèmes que vous avez pendant que vous n'avez pas d'enfant, mais quand votre enfant naîtra, si vous n'avez pas résolu le problème, lui, il naît après le problème, mais il peut être affecté par ce conflit. Donc, il y a une démarche à faire. Alors, dans une de nos sessions, nous avions parlé de la possibilité, n'est-ce pas, de créer des options. Ici aussi, dans cette session-là, il y a un module qui nous parle de générer les options. Il faut générer les options. Et en général, les options, il y a Henri David Thoreau qui dit « Ce n'est pas ce que vous regardez qui compte, mais ce que vous voyez. » Il y a une différence entre regarder et voir. Le regard peut être un regard parfois de convoitise, mais la vision vous amène dans la profondeur.
Donc, ce n'est pas ce que vous voyez qui compte. Ce n'est pas ce que vous regardez qui compte, mais c'est ce que vous voyez qui compte. Donc, une fois que vous avez une bonne mainmise sur le conflit, il est temps pour toutes les parties de commencer à générer des options de solutions. Il faut même que ces solutions soient des solutions intégratoires. À ce stade, il est question de quantité et non de qualité. Vous voulez autant d'options à choisir. Il est question donc de quantité et non de qualité. Quelles sont les possibilités de solutions qui existent? Alors, nous avons déjà travaillé sur le diagramme de cause à effet. Nous avons aussi parlé de l'importance et nous devrons arriver donc aussi à comprendre quels sont les avantages de la résolution du conflit. Maintenant que nous voulons générer, il faut générer, mais il ne faut pas encore évaluer. Quelles sont les possibilités qui existent de résolution? On recense pêle-mêle. C'est comme un brainstorming avec les deux parties. Quelles sont donc les idées? Que chacun génère des idées de solutions et peut-être poser des questions. Et si on faisait comme ça? Et si on proposait ça? Et si? C'est une manière simplement de tester la sensibilité de deux parties dans le conflit et de voir quelle est leur disponibilité, quelle est la bonne volonté que nous avons évoquée dans la session précédente et quelle est aussi, n'est-ce pas, je dirais un peu leurs besoins, leurs désirs, en sachant toujours scinder les besoins et les désirs. Les besoins sont profonds et permanents, les désirs peuvent être temporels. Donc, quand vous réglez un problème, essayez de vous focaliser sur le fait que une personne peut avoir des désirs et une personne peut avoir des besoins. Et souvent, les désirs font des sales jeux à ceux qui sont en partie. Parfois, on crée des conflits qui affectent complètement la destinée familiale pour des désirs, alors que les besoins ne font pas parfois l'objet. Et pendant que vous cherchez, vous générez des solutions, ne censurez personne. Prenez toutes les idées, notez toutes les idées et les propositions. Parce que vous voulez avoir une énergie positive de construction des solutions. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut créer des solutions de gain mutuel et aussi des solutions d'options multiples. Quelles sont les solutions qui permettent aux deux parties de gagner? Mais aussi, quelles sont les solutions qui sont au choix, n'est-ce pas? Alors, vous allez rayer tout ce qui est absolu. Non, je veux ça, si c'est ça ou rien. En fait, ça, il faut commencer. Quand vous avez fini de recenser, il faut maintenant commencer à pouvoir procéder par élimination. Les absolus. Ce que l'une des parties tient absolument à avoir doit être rayé. Parce qu'on veut chercher le consensus. Et le consensus n'est pas forcément ce que les deux parties veulent. Mettez en évidence les gains mutuels. Mettez en évidence, faites un peu la promotion des options et surtout les options qui sont les options promoteuses. Parce que vous avez fait un brainstorm. Et dans le brainstorming, chacun a donné certainement des options, mais on va essayer de pouvoir faire un tri et de tirer ce qui peut apporter un gain mutuel, mais ce qui peut aussi permettre encore une fois de plus aux deux parties de se sentir à l'aise. Parce que les solutions vont être des solutions de compromis. Moi, je lâche un peu, toi tu lâches un peu. Moi, je lâche un peu, toi tu lâches un peu. Mais je ne peux pas camper sur ma position et vouloir que ça change. Et ça ne peut pas apporter une solution ni durable, ni une solution consensuelle. Nous devons creuser plus profondément dans les options. Des fois, les parties vous proposent des solutions, mais elles vous donnent une partie seulement. Il faut creuser. Et en creusant, vous allez vous poser la question, quel est l'effort nécessaire pour atteindre ce qui est en train d'être proposé? Quel sera le retour en termes de gain ou de valeur ajoutée? Et quelle sera la faisabilité? Est-ce que c'est possible de réussir cette option? Sans se poser des questions. Parce que ça, c'est un test de faisabilité. Il faut faire des tests de faisabilité. Donc, est-ce que c'est possible? Et puis, quelle est la préférence de chaque partie? Ça me permet d'avoir une vue sur les absolus. Les préférences devraient être donc mutualisées pour tirer une moyenne. Alors, nous avançons vers la fin de cette troisième session. Une partie de cette session, c'est un autre module, c'est la construction d'une solution. Une fois que les solutions possibles sont annoncées, il est temps d'avancer pour choisir une solution et jeter les bases d'une solution. Ce module va explorer comment créer des critères et comment utiliser des critères pour créer une liste d'options et ensuite passer. Thomas Paine a dit ceci. Plus
le conflit est difficile, plus glorieux est le triomphe. Si le conflit est difficile, quand vous allez finir par le résoudre, ce sera très glorieux. C'est pour ça que j'ai toujours dit, un conflit n'est pas a priori négatif. Les conflits sont positifs. Et d'ailleurs, les conflits les plus complexes, quand vous les résolvez, vous avez encore acquis une compétence de savoir gérer l'homme, de gérer les humains. Et donc, nous allons maintenant vers une construction durable. Créer des critères. Noter les critères individuellement. Combinez la liste des deux parties. Faites preuve que vous respectez les deux parties. Et puis ensuite, commencez à créer une liste restreinte. Éliminez les solutions qui ne correspondent pas aux critères que vous avez définis, qu'on appelle les critères must, les critères doivent. Et il devait y avoir maintenant aussi une liste de solutions potentielles. Puisque vous avez fait un brainstorming, puisque vous avez procédé à une certaine élimination, vous allez avancer. Maintenant, vous arriverez à une étape qu'on appelle choisir la solution. Est-ce que c'est une solution gagnant-gagnant pour tous ceux qui sont impliqués dans le conflit? Est-ce que tous les besoins sont couverts? Je ne parle pas des désirs. Est-ce que tous les besoins sont couverts? Est-ce que tous les critères sont satisfaits? Parce que les parties vont vous dire, moi, la solution que j'attends, c'est une solution qui doit me permettre de faire ça, faire ça, faire ça. Si j'observe ça, donc chacun vous donne des critères. Donc, quand vous essayez de donner une liste restreinte de solutions, il faut aussi tester les critères qui ont été donnés par les différentes parties pour s'apercevoir si les critères sont respectés. Donc, la complexité, en fin de compte, c'est établir un plan de mise en œuvre des solutions. N'est-ce pas? La complexité, c'est établir un plan de mise en œuvre. Donc, quel est le plan qui doit correspondre à la situation? Et dans ce plan-là, dites quelle sera la responsabilité de chaque partie. Et chaque partie doit avoir aussi un plan d'action détaillé. Parce que vous avez fait un plan d'action global pour les deux parties, mais chacun doit avoir des étapes intermédiaires. Nous avons parlé ici de la méthode pour régler le problème, pour régler le conflit sur la dynamique long terme. Il faut creuser plus profondément les racines. Il faut aller vers un brainstorming pour les solutions. Il faut définir des critères pour tester. Il faut essayer de rayer les absolus des deux parties. De trouver, n'est-ce pas, des solutions consensuelles qui prennent en compte les critères exprimés par les deux parties pour que ces deux parties se sentent respectées. Rappelons simplement pour terminer sur cette session, William Ellery a dit « Les difficultés sont destinées à éveiller et non à nous décourager. L'esprit humain est rendu fort par les conflits. Il est impossible de vivre notre humanité sans les conflits. Les conflits nous permettent de tester l'efficacité et l'effectivité de nos caractères. Les conflits nous permettent aussi de tester notre interférence avec la société. Les conflits nous permettent aussi de voir comment les autres ont des visions de la vie et comment nous aussi, nous avons notre vision de la vie. Retenons aussi que Esther Harding a dit, le conflit est le début de la prise de conscience. Si vous êtes en conflit, c'est que vous avez commencé à exprimer dans votre conscience, à ressentir quelque chose qui n'est pas ce qui est dans votre environnement. C'est que quelqu'un est allé à l'encontre d'un certain nombre d'objectifs et ça vous permet de prendre conscience. Mais c'est pas négatif. C'est pas négatif. Ça vous permet de vous évaluer et de voir dans quelle mesure vous pouvez appliquer vos options de vie. Parce que des fois, on s'enferme, on décrit un certain nombre d'options de vie, mais est-ce qu'on est capable de les mettre en œuvre? Donc, Esther Harding dit, les conflits, c'est aussi un début de la prise de conscience. Et puis, retenez, comme médiateur, ils peuvent oublier ce que vous avez dit, mais ils ne peuvent pas oublier comment vous les avez fait se sentir. Comment vous avez rendu cette séance de résolution de conflit. Comment vous avez travaillé de tout votre cœur. Comment vous avez essayé de respecter chacun. Comment chacun s'est senti restauré par vos paroles. Nous espérons que cette session numéro 3 sur la gestion des conflits vous a permis, encore une fois de plus, de comprendre que vous êtes un humain, que vous avez besoin de vous fixer des objectifs, que ces objectifs rencontreront des obstacles, mais que c'est normal et que vous devez faire preuve de surpasser les conflits. Sinon, aider les autres
autour de vous à résoudre les conflits. À la prochaine session.